Cette planète, oui, celle-là, ne devrait pas exister, mais elle existe. Récemment découverte, elle tourne autour d'une étoile beaucoup plus petite et moins lumineuse que notre Soleil, et pourtant, elle est énorme. Une étoile aussi minuscule n'aurait pas pu la créer. C'est un peu comme de trouver un œuf d'autruche dans un poulailler. Une équipe de l'université de Penn State a mis au point un outil, le détecteur de planètes de zones habitables. Il s'agit d'un instrument censé trouver des planètes autour d'étoiles peu lumineuses et froides. Il est relié à un grand télescope au Texas. L'outil examine la lumière des étoiles dans ce qu'on nomme le proche infrarouge, c'est-à-dire au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Ce gadget peut repérer quand une étoile change de vitesse en raison d'une planète. Si le mouvement d'une étoile change légèrement, cela signifie qu'il doit y avoir une attraction gravitationnelle à proximité. Il y a quelques années, cette technique a permis de trouver la première exoplanète connue autour d'une étoile semblable à notre Soleil. Aujourd'hui, nous avons amélioré cette méthode pour effectuer des mesures plus précises. Notre principal objectif est de trouver des planètes semblables à la Terre. Elles doivent être rocheuses et situées dans des zones habitables, c'est-à-dire dans des régions où de l'eau liquide pourrait exister. La technique Doppler n'est pas encore très efficace pour trouver ce genre de monde, mais elle fonctionne assez bien pour les étoiles froides et peu lumineuses. C'est ainsi que nous avons découvert l'impossible LHS 354b. Les planètes se forment généralement dans des disques de gaz et de poussière. Imaginez un nuage plat, en rotation, composé de minuscules particules. Ces particules se rassemblent et se collent les unes aux autres. Au bout d'un certain temps, elles finissent par se combiner pour former un noyau solide. C'est ainsi que commence une planète. Une fois que le noyau est là, il attire davantage de poussière et même des gaz, par exemple de l'hydrogène et de l'hélium. Mais il n'est pas facile de créer une planète de cette manière. Il faut énormément de choses, de la masse et des matériaux. Ce processus porte le nom d'accrétion du noyau. Les étoiles sont d'une aide précieuse dans ce processus. Normalement, les grandes étoiles ont une gravité importante, ce qui leur permet d'accumuler tous les matériaux nécessaires à la formation des planètes. Mais l'étoile que nous avons découverte récemment n'est pas très grosse. Elle est 9 fois plus petite que notre Soleil. Une étoile aussi petite ne devrait pas avoir un disque suffisamment grand pour permettre la formation d'une planète lourde. Pour cela, son disque aurait dû être au moins 10 fois plus grand. Mais cette planète lourde, LHS 354b, existe bel et bien. Cette mystérieuse planète est 13 fois plus lourde que notre Terre. Sa taille est similaire à celle de Neptune. Elle se trouve à une 50aine d'années-lumière de nous, dans la constellation d'Hercule, ce qui, en termes spatiaux, est très proche. La planète est également très proche de son étoile. Elle accomplit une année en presque 4 jours. Cette découverte a conduit les scientifiques à revoir leurs idées sur la façon dont naissent les planètes et les étoiles. De nouvelles théories voient le jour, comme celle de l'instabilité gravitationnelle. Selon cette théorie, au lieu de s'assembler petit à petit, la matière du disque s'effondre d'un seul coup, créant immédiatement une planète. Mais même avec cette théorie, il est difficile d'expliquer comment une planète aussi lourde peut se former sans un disque vraiment massif. Il nous faudra du temps pour faire la lumière sur tout ça. Ce n'est pas la première planète qui nous fait douter de nos théories. Récemment, les scientifiques ont découvert une autre planète appelée Ala. Cette planète est en orbite autour d'une étoile appelée Baekdu. Et, tout comme la précédente, elle ne devrait pas vraiment exister. Elle est beaucoup trop proche de son étoile. Les étoiles changent beaucoup au cours de leur vie. Normalement, une étoile devient grosse lorsqu'elle se prépare à quitter ce monde. C'est ce qu'on appelle le stade de la géante rouge. Une telle étoile a tendance à détruire ou à repousser les planètes voisines, créant un énorme désordre. Puisqu'elle tourne autour d'une géante rouge, Ala aurait dû être avalée ou détruite il y a bien longtemps. Mais elle est toujours là. Baekdu a déjà commencé à brûler de l'hélium et est devenue plus petite que prévu. Mais Ala n'a pas l'air de s'en soucier. Les scientifiques appellent Ala la planète interdite. Sa découverte remet en question ce que nous pensions de la survie des planètes à proximité d'étoiles vieillissantes. Et nous disposons de 2 théories. Selon la première, Baekdu était autrefois composé de 2 étoiles, une naine blanche et une géante rouge. Ala était en orbite autour des 2, et elles ont fusionné avant que la géante rouge ne prenne toute son ampleur. Si Ala a pu survivre, c'est en raison de l'hélium supplémentaire de la naine blanche qui a empêché la géante rouge de croître excessivement. Selon la seconde théorie, Ala se serait formée à partir des débris créés lors de la fusion des 2 étoiles. Dans ce cas, Ala serait une planète très jeune en orbite autour d'une étoile âgée.
les astronomes continuent à étudier Ala et à chercher d'autres planètes de ce type. Une autre planète bizarre, du nom de LTT 9769b, nous effraie un peu car elle est trop brillante. Cette planète reflète 80% de la lumière de son étoile. Les miroirs ordinaires réfléchissent entre 85 et presque 100% de la lumière, ce qui signifie que cette mystérieuse planète doit avoir l'aspect d'un miroir rugueux, avec des reflets d'aluminium ou d'argent. Cette planète aussi fait la taille de Neptune. Elle est située à 260 années-lumière de nous et a été découverte par la sonde TESS de la NASA. Elle effectue une rotation complète autour de son étoile en seulement 19 heures. Elle est très proche de son étoile et donc extrêmement chaude, atteignant des températures avoisinant les 2000 degrés Celsius. Normalement, les planètes aussi proches de leur étoile perdent leur atmosphère et se transforment en roches nues. Mais celle-ci a joyeusement décidé de n'en faire qu'à sa tête. Cette fois, nous connaissons le secret de sa survie. Elle la doit à de brillants nuages métalliques composés de verre et de sel de titane. Ces nuages font pleuvoir du titane sur la surface chaude de la planète. Ils réfléchissent énormément de lumière, ce qui empêche la planète de devenir trop chaude et de perdre son atmosphère. Un peu comme un bouclier miroir. La taille de cette planète a également surpris les scientifiques. Elle est bien plus grande que la Terre. Généralement, les planètes qui sont si proches de leur étoile sont soit des géantes gazeuses très grosses, soit de petites planètes rocheuses. Eh bien, cette planète est une petite géante gazeuse. Les scientifiques ne s'attendaient pas à ce qu'elle survive si près de son étoile. Il s'agit de la planète la plus brillante jamais découverte, plus brillante encore que Vénus. Malgré son apparence, elle n'est probablement pas adaptée à la vie en raison de ses températures extrêmes et de ses étranges pluies métalliques. Enfin, notre dernier cas de figure est une planète appelée WASP-107b. Les scientifiques l'ont découverte à l'aide du télescope spatial James Webb. Elle est située à environ 200 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge. Elle est elle aussi très rapide. Elle boucle une orbite autour de son étoile en seulement 6 jours. Il s'agit d'une exoplanète de type Super-Neptune. Elle ressemble à Jupiter par certains aspects, notamment par sa taille et ses températures très élevées. Mais la principale différence est qu'elle est beaucoup plus légère, plus faible et moins dense. C'est la planète la moins dense que nous ayons découverte jusqu'à présent. Après quelques recherches supplémentaires, nous avons également découvert qu'elle possède une queue composée d'hélium, qu'elle dégage lors de son transit. Elle perd lentement son atmosphère en raison du rayonnement ultraviolet extrême de son étoile. Et ainsi, sa queue ressemble en tout point à celle d'une comète duvetteuse. Mais ce n'est là que le début. La faible densité de cette planète, son aspect pelucheux, a permis aux astronomes d'étudier son atmosphère en détail. Et ils ont découvert des éléments surprenants, comme de la vapeur d'eau et des nuages, constitués de fines particules de silicate, qui ressemblent à du sable très fin. Son étoile haute n'émet pas beaucoup de lumière à haute énergie. Mais comme WASP-107b est très peu dense, cette lumière peut pénétrer profondément dans son atmosphère. Il en résulte du dioxyde de soufre, cette odeur qui se dégage lorsque vous grattez une allumette. En d'autres termes, il s'agit d'une planète duveteuse sur laquelle il pleut du sable et qui sent l'allumette. Les chercheurs pensent que les nuages de sable dans son atmosphère se forment de la même manière que les nuages sur Terre. Ils contiennent simplement des particules de sable au lieu de gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes de sable se condensent, tombent, se transforment en vapeur de silicate dans les couches chaudes de la planète, puis remontent pour former à nouveau des nuages. Mais cette planète n'a pas pu se former à l'endroit où elle se trouve. Selon les astronomes, elle s'est probablement rapprochée de son étoile peu à peu, attirée par une voisine plus lourde. Et elle suit une orbite rétrograde, c'est-à-dire qu'elle tourne dans le sens inverse de la rotation de son étoile. Toutes ces découvertes modifient la façon dont nous comprenons les planètes et leurs atmosphères. Et ainsi, nous pouvons mieux comprendre les mystères de notre propre système solaire. Coloniser d'autres planètes, c'est un peu l'aventure cosmique suprême. Ce défi a nourri l'imagination des hommes pendant des siècles, et nous en rêvons encore aujourd'hui. L'une des meilleures candidates est la planète Mars. Ce n'est pas surprenant. Mars est une planète rocheuse qui ressemble à la Terre à bien des égards, et sa surface présente même d'anciennes traces d'eau. Cela en fait donc une destination de choix pour la colonisation. De nombreux scientifiques travaillent sur des projets visant à envoyer des humains là-bas afin d'y établir une communauté permanente.
Mais y a-t-il d'autres candidates? Il y a de nombreuses planètes et lunes dans notre système solaire. Alors, pourquoi ne pas se tourner vers d'autres destinations? Par exemple, Cérès. Cérès est un véritable joyau. C'est une planète naine, pas une planète à part entière, tout comme Pluton. Elle se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle est minuscule. Elle fait à peu près la taille du Texas. Alors, pourquoi la choisir? Parce que Cérès pourrait abriter de précieuses ressources. Sa surface est couverte de cratères et d'autres particularités géologiques. Et les scientifiques pensent qu'au-dessous, il y a une épaisse couche de glace d'eau. Ce qui signifie qu'en profondeur, il pourrait y avoir un océan d'eau liquide. Si c'est le cas, Cérès pourrait constituer une précieuse ressource pour nos futures missions. Elle pourrait fournir l'eau nécessaire à notre exploration du système solaire. Alors, pouvons-nous la coloniser? Et si oui, comment faire? En fait, de nombreux scientifiques et passionnés de l'espace ont proposé cette idée. Pour coloniser Cérès, il faudrait utiliser les mêmes méthodes que celles utilisées pour établir des colonies sur la Lune, sur Mercure et sur les satellites de Jupiter et de Saturne. Et ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste trouver comment s'adapter à une atmosphère très ténue, à des températures extrêmes, à la pression et à tout un tas de choses désagréables. Mais gardons espoir. Au final, il ne s'agit que d'une question de ressources. Nous aurons besoin d'eau, de minéraux et d'autres matières premières. Ainsi, nous pourrions créer une colonie autonome. Et par chance, Cérès en regorge. Nous commencerions par installer des habitations dans les cratères. Nous construirions des dômes pour nous protéger de toutes sortes de dangers, comme les radiations. Nous exploiterions également le régolithe de la ceinture d'astéroïdes. Le régolithe, qui est la partie du sol recouvrant la roche-mère, résulte d'une altération cosmique. C'est un peu comme la couche superficielle de la surface lunaire. Pourquoi en avons-nous besoin? Parce que nous pourrions l'utiliser pour imprimer en 3D des fondations près de la glace, afin que nos bases soient situées près de l'eau. Nous utiliserions ensuite ces fondations pour imprimer d'autres structures, comme des maisons. Nous collecterions également de la glace et des molécules organiques pour créer de l'eau. Et en combinant l'eau avec le régolithe, nous obtiendrions un sol dans lequel faire pousser des plantes et de la nourriture. Merveilleux! Il y a aussi une autre option, créer une colonie sous le sol, c'est-à-dire juste à côté de la croûte glacée de la planète. Si dans l'avenir notre science nous le permet, nous pourrions accélérer la rotation de Cérès. Ça a l'air fou, mais ce serait très bénéfique. Cela nous aiderait à créer une gravité artificielle dans les colonies souterraines. En parlant de gravité, tout ça est bien intéressant, mais parlons des difficultés qui nous attendent lors de cette colonisation. Pour nous installer sur Cérès, nous devrons relever un certain nombre de défis. Tout d'abord, développer une technologie nous permettant de nous rendre sur cette planète. Soit des vaisseaux capables d'effectuer des vols de longue durée dans l'espace lointain. Pour cela, il nous faudra d'abord créer une technique de propulsion nucléaire thermique ou nucléaire électrique et un type de carburant extrêmement performant. Ensuite, il nous faudra une technologie capable de préserver la vie sur ce petit monde rocheux, c'est-à-dire des outils pour extraire et utiliser les ressources disponibles. Et comme il n'y a pas d'atmosphère sur Cérès, nous devrons porter des combinaisons et vivre dans des habitats pressurisés. Et ce n'est qu'un début. Vivre sur cette planète ne sera pas une mince affaire. Par exemple, comment faire face aux températures extrêmes, ou aux radiations, ou encore à la gravité incroyablement faible évoquée plus haut. Ce dernier point est certainement l'un des plus gros problèmes. La gravité de Cérès ne représente que 3% de celle de la Terre. Tu ne voudrais pas t'envoler dans l'espace pendant que tu joues au football, n'est-ce pas? Mais le fait qu'un simple bond puisse t'entraîner dans un voyage sans fin n'est pas le seul problème. Même si tu restes à la surface de la planète, tu rencontreras les mêmes soucis que les astronautes de la Station spatiale internationale. Par exemple, une perte de masse musculaire, une diminution de la densité osseuse,
une baisse de la vision, une détérioration du système cardiovasculaire. Eh ben, qui aurait cru que la gravité était si importante? Si nous voulions survivre sur Cérès, il nous faudrait donc soit un tas de médecins, soit une gravité artificielle. Et n'oublie pas que cette faible gravité ralentira aussi notre travail. Bien sûr, nous ne pouvons aller nulle part sans argent. Coloniser Cérès coûtera extrêmement cher, surtout si l'on tient compte de tout ce qui précède. Mais Cérès est quand même l'une des meilleures candidates pour la colonisation. Par exemple, on y trouve beaucoup de méthane et d'ammoniac. Ils peuvent être transformés en combustible ou en azote gazeux. Alors, pourquoi ne pas s'en servir pour coloniser Mars et Vénus? Cette faible gravité a quelques avantages. Grâce à elle, le lancement de véhicules spatiaux serait grandement facilité. Nous gaspillerions beaucoup moins de carburant et les voyages entre Cérès et d'autres planètes seraient beaucoup moins chers. Ainsi, même si Cérès ne devient pas notre résidence permanente, elle peut devenir un bon pôle de transport, une espèce de gare spatiale. Nous pourrions l'utiliser comme base pour extraire des matériaux utiles dans la ceinture d'astéroïdes. Ensuite, nous transporterions tout ça vers Mars ou vers la Terre. Elle pourrait également devenir une station de ravitaillement pour les vaisseaux qui voyagent au-delà du système solaire. Toute cette science-fiction est plutôt géniale, n'est-ce pas? Mais je crois que toute tentative de création d'une base permanente dans la ceinture d'astéroïdes devra attendre. La colonisation d'autres planètes est une tâche difficile et complexe. Elle nécessitera la coopération et l'expertise de nombreuses personnes différentes, ainsi que le développement de nouvelles technologies et la résolution de nombreux problèmes. Avant d'aller sur Cérès, nous devons construire des infrastructures sur la Lune, sur Mars et quelque part entre les deux. Sinon, l'entreprise coûtera beaucoup trop cher et échouera très probablement avant même que nous ayons pu atteindre la planète naine. Mais plus nous créerons de colonies, plus nous aurons de chances de nous installer un jour sur Cérès. Cela ouvrira non seulement la ceinture d'astéroïdes à l'exploitation économique, mais nous servira également de tremplin vers les confins du système solaire. La colonisation des lunes de Jupiter pourrait s'en suivre. En d'autres termes, la colonisation de Cérès pourrait rapporter gros. Non seulement elle nous permettrait d'explorer et de comprendre tout ce monde fascinant, mais elle pourrait également nous fournir des ressources précieuses qui nous aideraient à poursuivre l'exploration et la colonisation du système solaire. La vie sur Cérès serait difficile, mais passionnante, car les humains auraient là un nouveau foyer afin d'explorer les mystères de l'univers. Imagine tous les nouveaux restaurants et magasins que nous pourrions avoir. Bienvenue à Cérès Marché, où tout est extraordinaire. Si tu aimes les chasses au trésor cosmique, Cérès est bien la destination qu'il te faut. Pense simplement à mettre des poids à tes pieds afin de ne pas t'envoler. Voyons voir, il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Phaéton, Jupiter. Attendez, quoi? Phaéton? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Au début du 19e siècle, la ceinture d'astéroïdes n'avait pas encore été découverte. En 1801, un homme appelé Giuseppe Piazzi repéra le plus grand astéroïde du système solaire, Cérès. À cette époque, les gens croyaient qu'il y avait une planète en orbite entre Mars et Jupiter, et Cérès semblait correspondre à cette description. Mais l'année suivante, un autre astronome, Heinrich Olbers, trouva un autre corps céleste qui suivait une orbite similaire. Il s'agissait d'un astéroïde que l'on baptisa plus tard Pallas. Cette découverte aida Olbers à comprendre que ces deux objets spatiaux pouvaient être les fragments d'une planète. La découverte de deux autres astéroïdes, Vesta et Junon, sembla confirmer cette théorie. On pensait que cette planète, qui fut nommée Phaéton au XXe siècle, était apparue peu après la formation du système solaire et avait ensuite été détruite. Ces débris auraient encore formé la ceinture d'astéroïdes. L'idée d'Olbers reçut le nom de théorie de la perturbation. Pour les astronomes de l'époque, il semblait évident que la planète avait un jour heurté un grand objet spatial, ce qui avait entraîné sa disparition. La candidate la plus probable était Némésis,
une hypothétique naine rouge ou brune en orbite autour de notre Soleil. Selon une autre théorie, Phaéton aurait subi un cataclysme interne qui l'aurait désintégré. Une autre idée encore, Phaéton se serait un peu trop approché de Jupiter et aurait été déchiqueté par l'immense gravité de la géante gazeuse. Aujourd'hui, cependant, les astronomes ne croient pas plus à la théorie d'Olbert. Une nouvelle idée l'a remplacée. Elle était connue sous le nom de théorie de l'accrétion. Elle affirme que la ceinture d'astéroïdes est tout ce qui reste du disque protoplanétaire. Ce disque aurait initialement orbité autour du Soleil, avant même la formation des planètes. Malheureusement, en raison des forces gravitationnelles de Jupiter, il n'a jamais réussi à se transformer en planète. Mais c'est quoi cette ceinture d'astéroïdes dont on ne cesse de parler? Cette région se situe entre les orbites de Jupiter et de Mars. On y trouve des tonnes d'astéroïdes et même des planètes mineures. Certaines d'entre elles peuvent parfois migrer ou être projetées hors de la ceinture d'astéroïdes vers le système solaire externe. Les 4 plus grands astéroïdes de cette zone sont Cérès, Vesta, Pallas et Hygie. Ils représentent la moitié de la masse de toute la ceinture. Quant au reste de la masse, elle est constituée d'innombrables corps plus petits. Dans de nombreux films de science-fiction sur l'espace, le personnage principal pénètre dans une ceinture d'astéroïdes et doit faire de gros efforts pour slalomer entre les innombrables rochers qui menacent de détruire son vaisseau spatial. Eh bien, sachez que cela n'a rien à voir avec la réalité. Même s'il y a des milliers d'astéroïdes dans cette région, ils sont si espacés que le risque de collision est quasi nul. Mais bon, c'est du cinéma, après tout. Quoi qu'il en soit, lorsque la ceinture d'astéroïdes s'est formée, certains objets ont commencé à se rassembler et à former ce que nous appelons des protoplanètes. Mais l'attraction gravitationnelle causée par la formation de Jupiter a rendu ces collisions trop violentes. Et au lieu de former de grands corps spatiaux, comme des planètes, les astéroïdes finissaient par se fragmenter. Les astronomes pensent que suite à ces collisions, plus de 99,99% de la masse initiale de la ceinture d'astéroïdes a été perdue au cours des 100 premiers millions d'années de l'histoire du système solaire. Seuls les plus gros astéroïdes ont une gravité suffisante pour avoir une forme sphérique. Les plus petits ne sont souvent que des amas de débris grossièrement solidifiés par la gravité. Et les plus petits objets de la ceinture d'astéroïdes ressemblent à de la poussière, tant ils sont petits. Tous ces objets, géants et minuscules, tournent autour du Soleil. Il existe plusieurs types d'astéroïdes, dont la composition et l'albédo, la proportion de lumière ou de rayonnement réfléchi par une surface, varient. Les principaux types sont les astéroïdes de carbone, qui ont une surface très sombre, les astéroïdes de silicium, que l'on peut aussi appeler astéroïdes de pierre, et les astéroïdes métalliques. Les deux premiers types représentent environ 75% et 17% des astéroïdes connus. Pour la première fois, la ceinture d'astéroïdes a été traversée par un engin spatial en 1972. Il s'agissait de la sonde Pioneer 10. Cet engin a permis de réfuter la théorie selon laquelle la ceinture était remplie d'une poussière capable d'endommager gravement tout le matériel à bord. Cela ne s'est pas produit et, depuis lors, 8 autres sondes ont traversé la ceinture d'astéroïdes. Et maintenant, je vais vous raconter quelques faits intéressants sur le système solaire lui-même. Essayez de compter combien de ces faits vous connaissiez déjà et écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Le système solaire a l'âge stupéfiant de 4,5 milliards d'années. Les scientifiques sont parvenus à cette conclusion après avoir étudié les météorites, le matériau le plus ancien qu'ils aient réussi à trouver. Mais notre système solaire n'est pas le seul de la Voie lactée. La galaxie dans laquelle nous vivons en abrite environ 100 milliards. Tout ça pour une seule galaxie. Alors combien y en a-t-il dans tout l'univers? Notre Soleil a également une masse incroyable. En voici la preuve. 99,86% de la masse du système solaire est constituée par la masse du Soleil, en particulier par l'hydrogène et l'hélium qui le composent. Les 0,14% restants correspondent principalement à la masse des 8 planètes du système. Au fait, contrairement à une idée reçue, l'espace n'est pas un vide parfait. Il contient non seulement des étoiles et des planètes, mais aussi des nuages de poussière interstellaire, du plasma spatial et des rayons cosmiques, des fragments d'atomes qui viennent des confins du système solaire. Un phénomène dont les astronautes devraient se préoccuper lorsqu'ils explorent l'espace est la soudure à froid. Si 2 pièces du même type de métal se touchent dans l'espace, elles se lient et restent collées de façon permanente.
un peu comme avec de la colle galaxie. Cela ne se produit pas sur Terre car l'eau et l'air maintiennent les choses séparées. Vous pouvez voir des éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. Elle est donc parfaitement capable d'obscurcir notre étoile. Mais dans 600 millions d'années, la Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil en raison de l'évolution de l'orbite du satellite. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie d'immenses objets glacés. Le plus curieux concernant cette formation spatiale est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer le schéma de son mouvement. La seule explication qu'ils ont est que Neptune pourrait cacher une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le nom de planète 9. Et il ne nous reste plus qu'à attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. L'océan de Jupiter est plus vaste que toutes les étendues d'eau des autres planètes du système solaire. Mais il est très différent des océans terrestres. En fait, il n'est pas constitué d'eau. Cette étendue fascinante est en réalité constituée d'hydrogène métallique et sa profondeur est d'environ 4000 km, ce qui équivaut à peu près à la circonférence de la Terre. Les gens ont découvert les magnifiques anneaux de Saturne dans les années 1600. Mais nous savons maintenant que Saturne n'est pas la seule planète à anneaux. Toutes les planètes gazeuses géantes, Uranus, Neptune et Jupiter, ont leurs propres anneaux. Mais ils sont fins et presque impossibles à voir. Quant à Mars, Vénus et la Terre, elles sont constituées de matériaux rocheux et non pas d'anneaux. Parallèlement, la Lune de Saturne, Rhea, pourrait avoir un système d'anneaux composé de 3 bandes étroites. Si les astronomes parviennent à le confirmer, ce sera la première fois que des anneaux autour d'une lune seront découverts. Et Mars pourrait elle aussi obtenir des anneaux dans les 70 millions d'années à venir. Sa plus grande lune, Phobos, se rapproche de plus en plus d'elle. Un jour, en raison de l'attraction gravitationnelle de la planète rouge, ce satellite risque fort de se briser et de se transformer en un anneau. Il pourrait ensuite se maintenir pendant des millions d'années. Un autre fait intéressant à propos de Mars, vous avez probablement entendu parler du méthane, un sous-produit de processus naturels tels que l'activité volcanique et les flatulences bovines. Quoi qu'il en soit, ce gaz fait non seulement partie de l'atmosphère martienne, mais il est aussi la source de bien des confusions pour les astronomes. En effet, le volume de méthane sur Mars fluctue constamment, et les scientifiques n'arrivent pas à déterminer d'où il pourrait provenir. Pourrait-il y avoir de la vie sur Mars? Pourrait-il y avoir des vaches? Avez-vous déjà entendu parler de la planète 9? Non, il ne s'agit pas de Pluton. Nous parlons ici d'un astre mystérieux qui entrait les confins du système solaire, une planète hypothétique dont l'existence reste à confirmer. Les chercheurs la tractent depuis des années. Et aujourd'hui, il semble qu'ils aient enfin trouvé un élément clé pour lever le voile sur ce mystère. Cette insaisissable planète finira-t-elle par révéler ses secrets? Voyons cela de plus près. La planète 9 est un corps céleste hypothétique qui évoluerait dans les régions les plus reculées de notre système solaire. Depuis plusieurs années, les astronomes tentent de la repérer. Pourtant, son caractère insaisissable ne leur a permis d'identifier que quelques-unes de ses caractéristiques potentielles. Ce que nous savons, c'est que la planète 9 serait immense, potentiellement jusqu'à 10 fois plus massive que la Terre. Une planète colossale. Elle serait également une voyageuse solitaire, évoluant à la périphérie de notre système solaire. Selon certains scientifiques, la planète 9 pourrait être une mini-Neptune, possédant une atmosphère dense et gazeuse ainsi qu'un noyau rocheux. D'autres avancent l'hypothèse d'une super-Terre glacée, recouverte d'une surface solide et gelée, sous une épaisse enveloppe de gaz d'hydrogène et d'hélium. Évidemment, puisque son existence même reste à prouver, il est impossible d'affirmer avec certitude à quoi elle ressemble. Peut-être n'est-elle qu'un mythe, à l'image de la petite souris ou du lapin de Pâques. Mais pour certains astronomes, il ne fait aucun doute qu'elle se trouve bel et bien quelque part, attendant d'être découverte. Au fond, rien ne nous permet d'affirmer que la planète 9 soit réellement une planète. Il pourrait s'agir d'un trou noir de type particulier, voire d'un objet composé intégralement de matière noire. La quête de la 9e planète a débuté au début du XXIe siècle, lorsque des astronomes ont constaté une anomalie dans les régions les plus éloignées de notre système solaire. Ils ont observé que certains corps célestes lointains, appelés objets transneptuniens, adoptaient des trajectoires inattendues, défiant les modèles établis. Les objets transneptuniens
ou OTN, pourraient être comparés à ces produits oubliés au fond de votre réfrigérateur pendant des années. Ce sont de petits astres glacés qui gravitent au sein de la ceinture de Kuiper, bien au-delà de l'orbite de Neptune. En étudiant ces objets, les scientifiques ont remarqué des comportements inhabituels. D'abord perçus comme de simples anomalies, ces irrégularités ont fini par éveiller les soupçons. Et si une 9e planète, encore invisible, exerçait une influence gravitationnelle sur eux, c'était pas la première fois qu'une telle hypothèse surgissait. Dès le 19e siècle, une recherche similaire avait été menée pour retrouver une supposée planète X. Cette fois, cependant, les astronomes disposaient de technologies bien plus avancées et d'un esprit plus ludique. Ils ont baptisé leur hypothétique planète Planète 9, une appellation jugée plus séduisante que Planète X. Certains ont même lancé le hashtag #PlutoLives en référence au déclassement de Pluton et à la volonté de certains chercheurs de trouver une nouvelle planète pour combler ce vide. Cependant, identifier la planète 9 s'est avéré être un véritable défi. C'est un peu comme tenter de retrouver une chaussette disparue dans un panier à linge, aussi vaste qu'un stade de football. Trop distante et trop peu lumineuse pour être détectée directement, elle échappe aux télescopes les plus puissants. Les astronomes ont donc dû se fier à des indices indirects, tels que les orbites perturbées des OTN, pour tenter de localiser son emplacement. Certains suggèrent même qu'il pourrait s'agir d'une planète errante, échappée d'un autre système, ce qui expliquerait pourquoi elle demeure si insaisissable. Mais ils n'ont pas renoncé. Aujourd'hui encore, les chercheurs scrutent le ciel, s'appuyant sur des télescopes de pointe et des algorithmes sophistiqués pour traquer cette mystérieuse planète. Et vous pouvez garder espoir, chers passionnés d'astronomie, car après des années de recherche, il semblerait que nous ayons enfin trouvé la clé de ce mystère. Le docteur Man Ho-chan, un astronome de l'Université d'éducation de Hong Kong, avance une théorie. La planète 9 ne se contenterait pas d'errer seule, elle pourrait être accompagnée d'une véritable cohorte de lunes. Il s'agirait donc non seulement d'une planète immense, tapie dans les profondeurs de l'espace, mais aussi d'une collectionneuse invétérée. Dans le système solaire externe, les lunes sont monnaie courante. En fait, presque toutes les planètes situées au-delà de la ceinture principale en possèdent au moins une, à l'exception de Mercure et Vénus. La Terre, avec son unique satellite, semble mal lotie en comparaison. Même Pluton, rétrogradé au rang de planète naine, compte plusieurs lunes. Avouez que c'est un peu injuste. En gardant cela à l'esprit, partons à la chasse aux lunes avec la planète 9. La zone située entre la ceinture de Kuiper, saturée de débris rocheux, et le nuage de Oort, où cette planète est censée se cacher, semble être un terrain propice à la récolte. D'après les calculs de Chan, il serait même plus étrange que cette insaisissable planète n'ait aucun satellite. D'après ses estimations, un astre de la masse de la planète 9 devrait avoir capturé au moins une vingtaine d'objets transneptuniens d'environ 150 km de diamètre. Autrement dit, si cette planète existe, elle pourrait être entourée d'un essaim de petites lunes. On pourrait croire qu'elle joue à une version cosmique de Pokémon en capturant ces petits corps célestes. Mais au-delà de l'image ludique, la présence de ces lunes pourrait nous fournir des indices précieux pour localiser enfin cette insaisissable planète. Reste une question. Comment repérer ces minuscules satellites ? Ce n'est pas comme si l'un d'eux pouvait agiter un drapeau ou diffuser un morceau de Beyoncé pour attirer notre attention. Pourtant, il existe un phénomène bien réel qui pourrait nous aider. Le réchauffement par effet de marée. Le chauffage par marée pourrait évoquer une nouvelle mode en matière de fitness. Mais il s'agit en réalité d'un phénomène scientifique bien réel. Il survient lorsque deux corps célestes évoluent à proximité l'un de l'autre. Les marées ne se limitent pas au mouvement de l'océan. Elles résultent aussi des forces gravitationnelles qui s'exercent de manière inégale sur une planète ou une lune. Lorsqu'un de ces astres orbite suffisamment près de son compagnon, leurs forces gravitationnelles respectives les déforment légèrement, leur donnant une silhouette rappelant un ballon de football. En tournant l'un autour de l'autre, ces variations de forme génèrent des frottements internes, produisant ainsi de la chaleur. Impressionnant. Qui aurait cru que la planète 9 pourrait suivre une routine d'exercice ? On devrait peut-être commencer à l'appeler plutôt planète gym. Quoi qu'il en soit, si la planète 9 a des lunes, leur attraction gravitationnelle lui ferait constamment changer de forme, générant ainsi de la chaleur. Et nous pourrions peut-être détecter cette planète mystérieuse grâce à la chaleur produite par ces lunes, même si elles n'émettent aucun autre signal. Avant de vous réjouir trop vite, sachez que les trouver ne sera pas simple. Elles sont minuscules et situées à une distance incroyable de nous. Mais bon,
Découvrir quelque chose d'important n'est jamais simple, pas vrai? Les scientifiques restent confiants qu'avec les technologies appropriées, ils réussiront à repérer ce signal révélateur. Grâce à des instruments sophistiqués, comme le grand réseau d'antennes, millimétriques, submillimétriques, de l'Atacama, Pan-STARS, ou le futur grand télescope d'études synoptiques, il nous sera plus facile de les repérer. Des alliés de choix, n'est-ce pas? Et si nous parvenons à détecter cette signature thermique, cela pourrait enfin confirmer l'existence de la planète 9. Certes, le processus sera long et ardu, mais la récompense pourrait en valoir la peine. Trouver cette planète pourrait expliquer une grande partie des comportements étranges observés chez les objets transneptuniens, dans la ceinture de Kuiper et au-delà. Comme on l'a déjà signalé, ces derniers ont adopté des comportements bizarres récemment, s'inclinant et s'alignant de manière étrange. Tout cela pourrait résulter de l'attraction gravitationnelle de la planète 9. Mais si cette planète n'existe pas, il nous faudra encore trouver une explication à ce comportement. La recherche de la planète 9 est sans doute l'une des aventures les plus palpitantes et fascinantes de l'astronomie contemporaine. C'est un peu comme une chasse au trésor cosmique, et tout le monde est invité à y participer. Alors, saisissez vos télescopes et lançons-nous à la recherche de cette planète. Qui sait, peut-être la trouverons-nous plus tôt que prévu. Tu es au beau milieu de l'océan. Il est infini, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il y a un épais brouillard tout autour de toi. Des nuages denses cachent un soleil énorme mais terne. Est-ce le jour ou la nuit? Tu ne sais pas. Tout n'est que brume grise autour de toi. Tu es seul. Même si tu essayes de plonger, au bout de plusieurs heures, tu ne verras toujours pas le fond de l'océan. Car tu es sur une planète aquatique. Ça a l'air assez étrange, mais ces mondes d'eau sont plus intéressants qu'il n'y paraît. Alors, jetons-y un coup d'œil. Une planète océan est une planète qui se compose, comme tu l'as sans doute deviné, principalement d'eau, de glace et peut-être de quelques roches. Pense aux océans de la Terre, leur sombre profondeur, la fosse des Mariannes, les créatures mystérieuses. Et maintenant, peux-tu deviner combien d'espace occupe toute l'eau sur Terre par rapport au volume total de notre planète? Seulement 0,025%. Maintenant, essaye d'imaginer un monde composé de 40 à 60% d'eau. Si tu y plonges, la profondeur peut dépasser les 100 km. Comparé à cela, la profondeur de 10 km de notre fosse des Mariannes n'a pas l'air si impressionnante. La pression y sera énorme. Elle peut atteindre jusqu'à 20 000 fois celle de l'atmosphère terrestre. Cela peut sembler effrayant, mais ce serait quand même génial d'en savoir un peu plus sur ces planètes. Heureusement, d'après les calculs des scientifiques, il pourrait y avoir beaucoup de planètes de ce type rien que dans notre galaxie. Pas besoin d'aller bien loin. Tu peux trouver ces mondes d'eau à l'intérieur même de notre système solaire. Ce ne seront pas des planètes, bien sûr, mais des lunes. Jupiter a Ganymède et Callisto, et Saturne a Titan et Encelade. L'océan peut atteindre jusqu'à 30% de la masse de ces lunes. On ne sait pas encore si ces océans sont recouverts d'une épaisse croûte de glace. Mais on a découvert un bon nombre de planètes océans à part entière. Cela s'explique par le fait que les conditions dans lesquelles ces planètes peuvent exister sont très spécifiques. Par exemple, la planète doit être 6 à 8 fois plus grande que la Terre. Si elle est plus petite, elle aura une surface rocheuse. Et si elle est plus grosse, elle se transformera en géante gazeuse. En même temps, elle doit se trouver dans la zone habitable de son étoile. Un peu plus loin, et la planète se transforme immédiatement en une géante glacée ou en une super Terre froide. Bref, ces planètes sont très exigeantes. On a commencé à les explorer dans les années 1970. Mais depuis, on n'en a trouvé que quelques-unes. Quoi qu'il en soit, elles sont toujours très intéressantes. La première est Gliese 1214b. C'est la toute première planète océan que nous avons découverte. Au départ, les scientifiques n'ont remarqué qu'un petit point lumineux. Ce point s'est avéré être l'étoile naine rouge Gliese 1214. Une étoile tout à fait ordinaire, 5 fois plus petite que notre Soleil et 300 fois plus terne. Les scientifiques l'ignoraient plus ou moins, mais en 2019, ils ont remarqué que cette étoile possédait une seule planète. Et cette planète s'est avérée être assez étrange. Cette super Terre est 2,5 fois plus grande que notre Terre et 6,5 fois plus lourde. Mais en même temps, elle a une très faible densité et à peu près la même gravité que notre planète. En d'autres termes, il n'y a presque pas de roches et de métaux sur cette planète. Mais ce n'est pas non plus une géante gazeuse. Il ne reste donc qu'une seule option. Elle est recouverte d'eau et de glace.
Et c'est ainsi qu'on a découvert la première planète océanique. En fait, on suppose seulement qu'elle est composée d'eau. C'est en tout cas ce que disent les calculs mathématiques. En réalité, cette planète est assez déroutante. Elle est difficile à explorer et, jusqu'à présent, les scientifiques n'ont rien pu y trouver. Pas d'hydrogène, pas d'hélium, pas d'eau. C'est parce que la couche extérieure de l'atmosphère de cette planète est très dense et qu'elle cache parfaitement sa composition. Malgré tout, c'est probablement un monde d'eau. Gliese 1214b est très proche de son étoile, à seulement 0,014 unités astronomiques de distance, ce qui est moins que la distance entre la Lune et nous. L'année y dure environ 36 heures, et les températures y sont tout simplement brûlantes. Les scientifiques suggèrent que la température moyenne là-bas peut atteindre 250 à 535 degrés Fahrenheit. Tu te souviens de notre description initiale d'une planète océan ? En réalité, passer du temps sur Gliese 1214b serait un peu différent. Ce serait plutôt comme nager dans une chaudière à vapeur. À cause de ces températures insensées, l'océan à la surface est constamment dans un état proche de l'ébullition sans vraiment l'atteindre. Alors, imagine que tu descends à la surface de cette planète en volant à travers des nuages de vapeur. Et puis, tu te retrouves soudain dans l'eau. Mais quand cela s'est-il produit ? Sur Gliese 1214b, la frontière entre la vapeur et l'eau est très floue. Bien sûr, tu ne pourras pas nager jusqu'au fond de cet océan, mais il est fort probable que le fond soit recouvert d'une couche très épaisse de ce qu'on appelle la glace chaude. C'est comme de la glace ordinaire, mais elle ne se soucie pas vraiment des lois de la physique. Alors, elle ne fond pas, même à des températures très élevées. Et l'épaisseur de cette glace peut atteindre jusqu'à 5000 km. C'est tout pour l'effrayante Gliese 1214b. Maintenant, même si on ne peut pas garantir à 100% qu'il s'agit d'un monde aquatique, nous avons un autre candidat pour ce titre. Il s'agit d'une planète récemment découverte appelée TOI 1452b. Située dans la constellation du Dragon, elle se trouve à près de 100 années-lumière de nous. Elle a été découverte à l'aide du télescope TESS par un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal. Cette planète appartient également à la classe des super-Terres. Elle est 7 fois plus grande que notre planète, mais 48 fois plus lourde, avec toutefois une densité très faible. Pour cette raison, les scientifiques ont suggéré que la quasi-totalité de la planète est constituée d'un océan géant. Ici, on a un peu plus de chance. Ce monde ne sera pas seulement une flaque géante et de la glace épaisse. Sur cette planète, il y a probablement une surface rocheuse profondément enfouie sous l'eau, comme dans un océan typique. Mais ne t'emballe pas trop, cet océan sera certainement très différent de ce à quoi nous sommes habitués. TOI 1452b est aussi en orbite autour d'une petite naine rouge. Et pas seulement une, mais deux à la fois. Et si la planète précédente était proche de son Soleil, celle-ci, au contraire, en est très éloignée. Elle est 2,5 fois plus éloignée de ses étoiles que Pluton ne l'est du Soleil. Et elle se déplace à grande vitesse. Une année y dure seulement 11 jours. On ne sait pas encore grand-chose sur cette planète. On obtiendra probablement de nouvelles informations lorsque les scientifiques l'auront observée avec le télescope James Webb. Et maintenant, la question qui te brûle les lèvres. La vie peut-elle exister sur ce genre de planète ? C'est une question délicate. On sait tous que l'eau est synonyme de vie. D'autant plus que ces planètes se trouvent dans les zones habitables de leurs étoiles. Donc, potentiellement, oui, il peut y avoir de la vie. Pas des civilisations à part entière, bien sûr, mais pourquoi pas des bactéries, des poissons et quelques monstres géants et effrayants. En fait, c'est très peu probable. L'eau seule ne suffit pas à créer la vie, même si elle est très importante. Il doit aussi y avoir des micro-éléments et des minéraux. Et malheureusement, pour la plupart des planètes d'eau, elles ne sont constituées que d'eau et de glace très épaisse, mais pas de minéraux. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il ne faut pas oublier les météorites et les comètes qui peuvent apporter les minéraux nécessaires à la planète. Plus elles s'y écrasent souvent, plus la probabilité est grande qu'elles apportent quelque chose comme ça dans l'océan et donc qu'elles créent la vie. Deuxièmement, TOI 1452b possède réellement ces minéraux. On ne sait pas à quelle profondeur se trouve le fond rocheux à cet endroit. Mais s'il existe, alors quelque chose a sûrement pu y naître. Espérons que de nouvelles recherches avec de puissants télescopes nous permettront de découvrir la vérité. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons nous-mêmes visiter une telle planète.
Mercure est la planète qui est généralement la plus proche de la Terre. Cela te surprend? Vénus est certainement plus proche de nous que Mercure. Elle peut être aussi proche que 40 millions de kilomètres. Après tout, Vénus est la deuxième planète en partant du Soleil et la Terre est la troisième. Même Mars est plus proche de la Terre que Mercure. La planète rouge peut s'approcher de nous à 56 millions de kilomètres, comme elle le fera d'ailleurs en 2287, si jamais tu comptes l'attendre. La distance moyenne entre la Terre et Mercure est quant à elle de 77 millions de kilomètres. Mais Mercure reste habituellement la planète la plus proche de la Terre, parce que Vénus est quelque part de l'autre côté du Soleil pendant 112 jours. Et que Mars est très éloigné dans son orbite super-elliptique pendant une durée de presque 2 ans. Il reste donc Mercure qui passe entre la Terre et le Soleil tous les 44 jours et qui est donc habituellement plus proche de la Terre que Vénus ou Mars. Pourtant, 22 vaisseaux spatiaux ont réussi à se rendre sur Vénus, plus de 30 se sont rendus sur Mars, mais seulement 2 sont allés sur Mercure. Alors qu'est-ce qui rend le trajet si difficile ? Eh bien, cela est lié au Soleil. Mercure n'est pas seulement la planète qui est habituellement la plus proche de la Terre, c'est aussi la planète qui est toujours la plus proche du Soleil, à 46 millions de kilomètres pour être précis. Et aussi proche du Soleil engendre quelques obstacles de navigation, et c'est peu dire. Tout vaisseau spatial se dirigeant vers Mercure est accéléré par l'énorme attraction gravitationnelle du Soleil. Le vaisseau spatial se déplacera trop vite pour se mettre en orbite autour de Mercure. C'est pourquoi le premier vaisseau spatial qui s'est rendu sur Mercure, le vaisseau américain Mariner 10, a simplement survolé Mercure 3 fois, mais n'a pas essayé de se mettre en orbite autour. Le seul autre vaisseau à s'être rendu sur Mercure, le vaisseau spatial américain Messenger, a mis 6 ans et demi pour y arriver. Messenger s'est mis en orbite pendant 4 ans avant de tomber à court de carburant et de s'écraser sur la surface de Mercure le 20 avril 2015. De nombreux vaisseaux spatiaux ont volé vers Jupiter en à peu près le même temps ou moins qu'il a fallu à Messenger pour aller sur Mercure. Le problème est la décélération du vaisseau spatial. Tout simplement, il faut trop de réserves de carburant à bord pour allumer les moteurs dans le sens inverse et freiner le vaisseau contre l'énorme gravité du Soleil. Ralentir suffisamment pour se mettre en orbite autour de Mercure n'est pas envisageable avec l'énergie de la fusée. Il fallait trouver un autre moyen de ralentir Messenger, un moyen qui n'utilise pas beaucoup, voire pas du tout, de carburant. Messenger pesait environ 1100 kg et était chargé de 9 pièces d'équipement scientifique de pointe. 55% du poids total, soit environ 600 kg, était du carburant. Ce carburant ne serait pas utilisé pour ralentir le vaisseau, mais pour 5 brûlages de moteurs associés aux assistances gravitationnelles, ainsi que pour les ajustements orbitaux une fois que Messenger serait arrivé sur Mercure. Les assistances gravitationnelles utilisent la gravité d'une planète et sa vitesse orbitale pour accélérer ou ralentir un vaisseau. Si le vaisseau s'approche d'une planète avec un angle de déplacement vers l'avant, c'est-à-dire un angle dans le sens où la planète tourne autour du Soleil, alors la gravité de la planète et la vitesse orbitale de la planète donnent au vaisseau spatial un coup de pouce, augmentant considérablement la vitesse du vaisseau et l'envoyant dans une autre direction. Cette augmentation de vitesse peut être renforcée si le vaisseau spatial allume ses moteurs de fusée au bon moment. Par exemple, les 2 sondes américaines Voyager ont utilisé les gravités massives de Jupiter pour les propulser vers les planètes géantes gazeuses extérieures et finalement hors du système solaire. Les assistances gravitationnelles peuvent aussi être utilisées pour ralentir un vaisseau spatial, comme dans le cas de Messenger. En entrant dans la trajectoire orbitale d'une planète face à celle-ci, la gravité de la planète tire sur le vaisseau spatial et le ralentit. Une combustion du moteur est nécessaire à ce moment-là pour échapper à la trajectoire orbitale de la planète. Messenger a effectué un survol assisté par gravité de la Terre, 2 survols assistés par gravité de Vénus et 3 survols assistés par gravité de Mercure. Ce n'est qu'ensuite qu'il a été suffisamment ralenti pour entrer en orbite autour de Mercure. La sonde a parcouru la distance stupéfiante de 8 milliards de kilomètres pour atteindre Mercure depuis la Terre. C'est plus loin que Pluton à son point le plus éloigné de la Terre. Le nom Messenger est un acronyme presque aussi astucieux que sa trajectoire complexe vers Mercure.
Comme Mercure est la planète qui se déplace le plus rapidement, les Grecs anciens ont désigné Mercure comme le messager de l'Olympe. Déjà à l'époque, les nouvelles voyageaient vite. Messenger est l'abréviation de Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging, ce qui signifie surface de Mercure, environnement spatial, géochimie et télémétrie. La bonne nouvelle, c'est qu'une autre mission vers Mercure est en cours en ce moment. Il s'agit d'une mission spatiale combinée entre ESA et JAXA, qui amène 2 satellites en orbite vers Mercure. La mission n'utilise pas d'acronyme pour son vaisseau spatial, qui porte le joli nom de Bepi Colombo. Le docteur Giuseppe Colombo, dont l'engin spatial porte le nom, est un mathématicien italien et professeur de mécanique appliquée. Il a travaillé avec la NASA sur la mission Mariner 10 vers Mercure. Bepi est le surnom d'enfance de Giuseppe, par lequel tout le monde l'appelait. La NASA s'était contentée d'un seul survol de Mercure, le tout premier. Mais le professeur Bepi a calculé qu'avec un léger ajustement de la trajectoire de vol pour permettre une assistance gravitationnelle à Vénus, Mariner 10 pourrait survoler Mercure encore et encore sur différentes orbites autour du Soleil. Grâce à Bepi, la NASA a obtenu 3 survols de Mercure pour le prix d'un. Le vaisseau Bepi Colombo doit effectuer 9 survols assistés par gravité. 1 autour de la Terre, 2 autour de Vénus et 6 autour de Mercure. Chaque décélération planétaire ralentira Bepi Colombo par rapport à la vitesse à laquelle Mercure se déplace autour du Soleil. Cela permettra une insertion orbitale. Sinon, Bepi Colombo se dirigerait tout droit vers le Soleil. Une fois en orbite autour de Mercure, le module de transfert de Mercure de Bepi Colombo, ou MTM en abrégé, libérera 2 satellites, un européen, le MPO, Mercury Planetary Orbiter, et un japonais, le MIO, Mercury Magnetospheric Orbiter. Tous 2 devraient être en orbite autour de Mercure pendant 1 an. Au total, le MCS, Mercury Composite Spacecraft, comprend le MPO, le MIO, le MTM et le MOSIF, Magnetospheric Orbiter Sunshield and Interface Structure, qui protège le vaisseau spatial du Soleil et abrite l'électronique de MIO. Cette soupe alphabétique de composants de mission met en évidence l'autre raison pour laquelle il est difficile de se rendre sur Mercure. Après 6 ralentissements d'assistance gravitationnelle, 6 brûlages de moteurs, 18 orbites autour du Soleil, 6 ans et demi de voyage et 8 milliards de kilomètres parcourus, il faut apporter tout un jeu d'équipements sur mesure. C'est comme ce pique-nique en montagne que tu aimerais faire. Tu ne peux pas simplement y aller en voiture. Tu dois faire une longue randonnée sur un sentier de montagne escarpé et apporter de l'insecticide, de la crème solaire, une casquette, sans oublier le déjeuner et les boissons. Bepi Colombo a tout emporté, y compris le pique-nique. Non, pas vraiment. La conception est incroyablement complexe. Rien ne peut faire face au soleil, pas même les panneaux solaires. Ils doivent rester tournés presque à angle droit par rapport au soleil, sinon la chaleur et le flux de particules vont corroder les cellules solaires et sans électricité, il n'y a plus rien. Par conséquent, à angle droit par rapport au soleil, les panneaux solaires doivent être très longs, comme s'il n'y avait qu'un tout petit peu de soleil. Les panneaux solaires de Bepi font 15 mètres de long. L'écran solaire doit rester aligné de façon gyroscopique vers le soleil pour que tous les instruments soient toujours à l'ombre, mais aient toujours une ligne de vue sur ce que chacun est censé surveiller. Et il y a beaucoup d'instruments, 5 dans l'orbiteur de la JAXA et 11 dans celui de l'ESA. Les objectifs scientifiques sont d'ajouter à ce que nous avons appris lors des 2 précédentes missions vers Mercure. Les données recueillies par Bepi Colombo permettront aux scientifiques d'étudier l'intérieur et la composition de la planète, ainsi que la géologie et la morphologie de la surface de Mercure, la formation et l'histoire de l'évolution de son champ magnétique, les interactions de la planète avec le vent solaire et son environnement général. En tant que planète riche en métaux, Mercure pourrait abriter une grande richesse en minéraux, que Messenger n'a pas réussi à détecter. Bepi Colombo a été lancé en octobre 2018 et encore un long chemin à parcourir avant de se mettre en orbite autour de Mercure. Cependant, Bepi a déjà survolé Mercure et renvoyé de nouvelles photographies. L'Agence spatiale européenne est ravie de sa première mission chaude. Toutes les missions précédentes de l'ESA ont été des missions froides vers des objets situés plus loin dans l'espace, comme Mars, la ceinture d'astéroïdes, des comètes et d'autres endroits éloignés dans le système solaire. Tout ce qu'on peut dire, c'est bonne chance à Bepi Colombo.
Espérons que tout se passe bien lors de sa mission à 400 degrés Celsius vers Mercure. Espérons que la longue queue de gaz de l'exosphère de Mercure, faite de sodium, magnésium et potassium, soufflée de la surface de la planète par le vent solaire, n'embue pas les lentilles et ne recouvre pas les panneaux solaires.